tous, je me présente, moi c'est Solène, voilà, je suis prof de sport, je suis coach sportive à mon compte. Bonjour, moi c'est Clément. Bonjour à tous, voilà, moi c'est Alexandre, 37 ans, j'habite à Ajaccio. Salut à tous, je me présente, c'est Jonathan, j'ai 25 ans, j'habite à Cannes et je suis administrateur et créateur du groupe L'Antre du Nanar et Cinéma Bis. Bonjour, moi c'est Jimmy, je suis à Nouméa. Bonjour, moi c'est Jeff et j'habite dans le centre France. Bonjour, je suis Auto-Reverse de Paris, voilà, et je fais des blogs sur le cinéma et voilà, et je suis un collectionneur et passionné, voilà, de films en général. Aujourd'hui, je viens vous parler tout simplement de mon film préféré qui n'est que d'autres Hunger Games. Hunger Games qui existe aussi en livre sur forme de 3 tomes. Alors Hunger Games, il est en 4 parties en film. Et pour faire très court, l'histoire de Hunger Games, si vous ne la connaissez pas, c'est tout simplement, ça se passe dans le futur, donc c'est un futur assez rond, assez sombre. Ça se passe donc aux États-Unis. On se retrouve avec 12 districts qui sont dirigés en fait par le Capitole. Le Capitole où on retrouve des habitants qui sont relativement très riches et donc les districts très pauvres. Donc on se retrouve avec une égalité. Et un décret a été signé par le Capitole disant que chaque année, chaque district devait donner 12 filles, un garçon et une fille, donc au final comme ils sont 12 garçons et 12 filles, d'âge entre 12 à 16 ans, qui se battront dans une arène à mort pour qu'il ne reste qu'un seul gagnant. Et toute cette mise en scène serait filmée et serait sous forme de jeu télévisé. En fait, tout simplement pour à la fois amuser le Capitole et à la fois terrifier les districts pour qu'ils restent toujours sous le contrôle du Capitole. Donc il y a vraiment un enjeu politique. Bienvenue. L'heure est venue de sélectionner le courageux jeune garçon et la courageuse jeune fille qui auront l'honneur de représenter le district 12 au 74e Hunger Games annuel. C'est ta première année, Prime. Ton nom ne sera marqué qu'une fois. Impossible que ça tombe sur toi. Primrose Everdeen. Prime! Non, je me porte volontaire! Je me porte volontaire comme tribu. Nos tribus sont Pita Melark et Katniss Everdeen. Ils veulent juste du spectacle, c'est tout ce qu'ils veulent. On va être 24, Gale, et un seul en sortira vivant. Et dans l'histoire d'Hunger Games, on se retrouve en fait lors du district 11, une jeune fille qui s'appelle Katniss Everdeen, qui se porte volontaire pour sauver sa sœur qui, Primrose, a été, elle, tirée au sort pour faire partie de cette arène, donc de faire partie de ce qu'on appelle les Hunger Games, donc les jeux de la faim. Elle se porte volontaire pour sauver sa petite sœur et se retrouve du coup dans l'arène à devoir tuer tous ces jeunes gens, autant filles et garçons. Donc pourquoi j'aime beaucoup ce film-là, déjà quand j'ai regardé ce film pour la première fois, j'avais l'âge de Katniss, donc j'avais 16 ans, donc j'ai pu vraiment m'identifier par rapport à ce personnage. Je me suis mis dans sa peau, il y a une question aussi de survie quand elle se retrouve dans l'arène, savoir comment se nourrir, comment se battre, comment faire du feu, ou se cacher. Et c'est un film qui a à la fois, il y a beaucoup de suspense, il y a un enjeu politique, donc derrière il y a vraiment une morale aussi, ce qui fait que voilà, tous ces éléments fait que Hunger Games c'est vraiment le film que je préfère. Alors c'est vrai qu'il y en a 4 puisqu'il y a 4 chapitres de Hunger Games et je pourrais pas dire lequel est mon préféré puisque je pense que on peut pas en sauter un. Tout a une logique et tout... C'est... voilà. Vous êtes là pour me rendre jolie? Je suis là pour que tu leur en mettes plein la vue. Il a été décrété que chaque année, les 12 districts de Panem offriraient en tribu un jeune garçon et une jeune fille âgés de 12 à 18 ans afin qu'ils soient entraînés à l'art de la survie
et préparés à se battre jusqu'à la mort. C'est le moment de tout donner. Débrouille-toi pour qu'il ne t'oublie pas. Je voudrais trouver un moyen de leur montrer que je ne leur appartiens pas. Si je dois mourir, je veux rester tel que je suis. Moi, je n'arrive pas à penser comme ça. On m'a demandé de vous parler d'un film qui m'a beaucoup plu. Alors du coup, je vous en ai choisi un, c'est Hot Fuzz. C'est un film sorti en 2007 avec Simon Pegg, Nick Frost, qui raconte, si vous voulez, l'histoire d'un policier surdiplômé, surcoté, major de sa promo, enfin surmédaillé. Le personnage est vraiment au-dessus de tous ses collègues et c'est ce qui va leur poser problème d'ailleurs, parce qu'il leur fait de l'ombre. Lui à son chef également. Donc ils vont décider de le promouvoir lieutenant. Ils vont décider de le promouvoir lieutenant, mais ils vont l'évincer de la course et l'envoyer à la campagne. L'envoyer dans un coin paumé de la campagne où finalement le summum de l'action sera de déposer des PV sur des bagnoles et d'arrêter des vieux qui sortent bourrés des tavernes. L'agent de police Nicholas Angel est né à Londres où il a fait ses études. 2 fois major de sa promotion en sciences politiques et sociologie à l'université de Canterbury en 1993, a suivi sa formation à l'école de police de Hendon où il a fait preuve de grande qualité durant les exercices pratiques, notamment ceux de pacification et de répression des émeutes. A accompli sa formation théorique avec brio et est arrivé premier à l'examen de fin d'année. Décoré de la médaille de la police nationale, est arrivé premier à l'examen d'entrée de la police de Londres, où son efficacité et son sens du contact ont tout de suite été appréciés par ses concitoyens. C'est du bon sens. Il a continué d'améliorer ses compétences grâce à des stages de perfectionnement en conduite, ainsi qu'en vélo tout-terrain. Il s'est très sérieusement impliqué dans de nombreuses activités extra-professionnelles. À ce jour, il reste détenteur du record de la police sur 100 mètres. En 2001, il intègre la très prestigieuse brigade d'intervention de la police londonienne, décoré une seconde fois pour son courage pendant l'opération Tolérance Zéro. Cette année, son esprit d'initiative lui a valu 9 citations. Il détient le record d'arrestation de la police londonienne. Il a été blessé 3 fois dans l'exercice de ses fonctions. La dernière fois, c'était en décembre. L'agresseur était déguisé en Père Noël. Bonjour, Nicolas. Bonjour, lieutenant. Et votre main? Encore un peu raide. Ça fait partie des risques du métier. J'avoue que je m'attendais à ce que vous postuliez à une planque dans les bureaux, c'est ce que j'ai fait. Je suis plus utile à mes concitoyens sur le terrain. C'est loin d'être faux. Le nombre de vos arrestations est supérieur de 400% à la moyenne des autres agents. Et c'est pour ça qu'il est grand temps qu'un tel talent soit mieux exploité. Vous êtes promu lieutenant. Merci. À Sandford, Gloucestershire. Je vous demande pardon? À Sandford, dans le Gloucestershire. Mais c'est à la campagne? Oui, c'est très chouette. Toujours dans les tavernes ça se passe. Sauf que vous pensez bien que ça pas comme ça indéfiniment. Et il va y avoir des meurtres étranges qui vont commencer à arriver, des gens qui vont disparaître, et ça va dégénérer à partir de là très très vite. Et c'est toujours pour ça que ça marche, parce que ça part en délire. L'équipe auquel il se fait, des équipes de bras cassés, donc lui il va devoir gérer des gens qui n'ont pas l'habitude de bosser, des gens qui n'ont pas l'habitude de faire leur travail correctement, qui bâclent toute procédure administrative, alors que lui il est hyper carré. Donc déjà il va avoir du mal à s'intégrer. Donc là, il va y avoir de la tension, ça va être... Bref, ça commence difficilement pour lui. Et quand les choses vont commencer à se débloquer, il va y avoir des meurtres qui vont s'enchaîner et sont tellement surréalistes et personne ne réagit. Personne, ça leur tombe sous les yeux, le cadavre il est là, il est en train de se promener, et c'est normal si vous voulez. C'est un peu ce qui fait l'empreinte du film, l'empreinte des acteurs. Moi j'avais beaucoup apprécié. Le duo Simon Pegg et Nick Frost, ça fonctionne bien en général. Si vous avez vu Shaun of the Dead, si vous avez vu Dernier bar avant la fin du monde, vous connaissez un peu je pense l'esprit. Moi l'esprit y est. Donc voilà, c'est vraiment un bon film, plutôt drôle. Donc c'est vraiment un film pour vous marrer, passer un bon moment. C'est vraiment le film que je vous conseille. Moi en tout cas j'ai adoré. Donc je suis plus film comédie, donc je suis plutôt axé de ce côté-là. Donc franchement voilà, allez-y. Bien, vous allez vous occuper d'un contentieux entre voisins. Le vieux Arthur Webley a passé la matinée à tailler des haies qui ne lui appartiennent pas. Oui, monsieur. C'est tout.
Oui, monsieur. Pourquoi on emmène le chien? On a besoin de son maître. C'est pas s'il avait les yeux bouchés. C'est quoi ce cinéma? D'accord. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une haie chez une haie, après chez il faille, chez qui il a fu et est essuyé, chez Fouache Cinéma. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une haie, c'est une haie. S'il l'a taillée, c'est parce que sa vue était bouchée. C'est quoi tout cinéma? D'accord. Écoutez, je comprends votre position, monsieur Webley, mais vous ne pouvez pas couper les haies de vos voisins sans leur permission. Ouais, je suppose. Il a suppose? Oui, je suppose. Merci. C'est rien. De rien. Monsieur Webley, j'imagine que vous avez un permis pour cette arme. Rien pour celle-là. Il a un fouchala. Il en a un pour celle-là. Qu'entendez-vous par celle-là? Par le pouvoir du crâne ancestral. Où est-ce que vous avez acheté tout ça? Oui. Il les a trouvés. C'est quoi cette chose? Une mine marine. C'est le fusail. Voyez-vous, monsieur Webley, c'est extrêmement dangereux, toutes ces armes. C'est un miracle qu'il n'y ait pas une mort. Ah, j'ai le flou. Donc j'ai choisi de vous parler d'un film que j'ai vu il y a une vingtaine d'années, dont j'avais pas saisi toute la dimension et tout le message que le film finalement évoquait, et que j'ai revu il y a quelques années et que je considère comme l'un de mes films d'horreur préférés. C'est L'échelle de Jacob d'Adrian Lyne, avec Tim Robbins et Elizabeth Peña dans les rôles principaux. Voilà, L'échelle de Jacob, ça raconte donc l'histoire de Jacob, un vétéran du Vietnam, donc qui après une rude bataille dans cette guerre, en fait, rentre chez lui à Brooklyn pour vivre une petite vie rangée de postiers, alors qu'il a des diplômes en psychologie, qu'il est docteur en psychologie. Finalement, il rentre et tout ce qu'il trouve comme travail, en fait, c'est ce job de postier. Donc il vit avec sa petite amie qui s'appelle Jézabel. Il faut savoir que Jacob, avant la guerre du Vietnam, donc a divorcé, avait été marié, a divorcé, et il a eu des enfants avec une femme. Il en a perdu un qui est mort, renversé par une voiture. Donc Gabe. Et donc Jacob en rentrant du Vietnam, va commencer à avoir des visions horrifiques, horribles, dérangeantes, parfois agressives, d'espèces d'entités démoniaques, de gens avec des visages bizarres qui l'observent, voilà. Et donc tout le long du film en fait est un cheminement pour essayer de comprendre ce qui arrive à Jacob, si ce qu'il est en train de vivre c'est simplement qu'il sombre dans la folie, ou si c'est un syndrome post-traumatique lié à ce qu'il a vécu au Vietnam, si c'est un cauchemar, si c'est vraiment ce qu'il est en train de vivre est vraiment réel. En fait, tout le long du film, on va se poser la question de savoir si Jacob est vraiment en train de vivre ce qu'il est en train de vivre, s'il devient fou, si c'est un rêve, si c'est... Voilà. Donc, je ne vais pas trop vous en raconter parce que ça risque de vous gâcher le plaisir
du film, parce que c'est un film à twist. À la fin, vraiment, on comprend tout ce qu'on vient de voir. En fait, on comprend la dimension, le message du film, on comprend énormément de choses. Moi, c'est un film que je trouve incroyable, déjà dans l'ambiance, dans la narration qui est pas toujours très régulière. On fait des petits retours en arrière, il y a des flashs, Jacob parfois a des espèces de flashs de la guerre, il va avoir ses visions, puis finalement un jour il va se retrouver à croire qu'il est revenu dans sa vie d'avant. Enfin, il y a plein de comme ça de petits retours en arrière, de fuites en avant. C'est un film en fait qui n'est pas forcément accessible. Toutes les subtilités du film en fait ne sont pas accessibles au premier visionnage. Moi je sais que je l'ai revu donc il y a quelques années. Je l'ai revu une deuxième fois et je l'ai revu là maintenant pour vous faire cette petite chronique. Et c'est vrai qu'il y a plein de petites subtilités dans le film qui font que ça rend le tout encore plus cohérent, encore plus incroyable. Pourquoi tu rentres si tard? Bednash n'est pas venu bosser. Il a dit qu'il était malade. Il est toujours malade. Alors j'ai travaillé en heure sup, bien, non? Qu'est-ce que t'as fait à ton pantalon? On s'en fout. T'as l'air d'un clodo. Merci. Aidez-moi. Au secours. Ah, merde. Salut. Voilà, les visions d'horreur de Jacob sont horribles. Et je pense que c'est parmi les visions les plus dérangeantes que j'ai vues au cinéma. Voilà, donc c'est un film à twist dont je ne vais pas vous en dire forcément beaucoup plus parce que je risque de vous gâcher vraiment le plaisir de la découverte de pourquoi Jacob vit ce qu'il est en train de vivre et pourquoi il a ces visions. Voilà, mais c'est un film que je vous conseille. C'est un film d'ambiance, c'est un film qui ne vous fera pas peur ni sursauter, il n'y a pas de jump scare, c'est pas un film à la Conjuring ou voilà, c'est vraiment un film d'ambiance, c'est un film qui va vous déranger, qui va vous mettre mal à l'aise, mais qui va toujours vous tenir en haleine parce que vous voulez comprendre, vous voulez savoir. Jacob va tenter de savoir pourquoi il a ces visions et il va savoir si c'est pas lié à ce qu'il a vécu à la guerre, avec ses collègues vétérans du Vietnam, ils vont essayer d'enquêter un petit peu, de savoir pourquoi eux aussi ont des visions apparemment, et pourquoi ils vivent ce qu'ils sont en train de vivre tout simplement. Donc voilà, c'est un film magnifique, c'est un film au message très mélancolique et à la fois très beau, qui donne peut-être pas de l'espoir, mais qui nous fait nous dire que finalement... même si on croit vivre quelque chose d'horrible, finalement, ça ne l'est peut-être pas. Voilà, je vous en dis pas plus. Là, j'ai failli vous spoiler un truc. Voilà, donc je vous conseille vraiment, vraiment vivement de regarder ce film. C'est un film magnifique. C'est le one-shot d'Adrian Lyne. Après ça, il n'a pas fait énormément de grands films. Il avait déjà réalisé Flashdance et 9 semaines et demie, je crois, avant ça. C'est pour moi son plus grand film. C'est un film incroyable. Voilà. Alors, je ne vais pas vous parler de mon film préféré car ça m'est impossible de choisir, mais d'un très bon film d'horreur datant de 1981, Messe Noire, titre original Evil Speak. Alors l'histoire du film se déroule dans une école militaire, où le héros du film est le souffre-douleur de ses camarades et de ses professeurs. Un jour, en nettoyant le sous-sol de l'école, il découvre une pièce secrète, où il y a pas mal d'objets sataniques,
et notamment un livre démoniaque qui appartenait à un prêtre d'une secte satanique, le père Esteban. Il décide de le ramener dans sa chambre et de le faire traduire à l'aide de son ordinateur. Et peu à peu, l'ordinateur est possédé par l'esprit du père Esteban, qui ensuite, le père Esteban possède le jeune héros. Et donc, par la suite, le héros, étant possédé par le père, va se venger de ses camarades et de ses professeurs qui le tourmentaient. Alors, bien sûr, sa vengeance sera terrible. Il y a des décapitations, des démembrements. Je vous raconte pas le reste, c'est une vraie boucherie. Par les monstres placés devant ton trône, par le feu qui brûle auprès de ton trône, apparais immédiatement et montre-toi à moi, sous une forme animale ou humaine. Viens pacifiquement, visiblement, et viens sans délai. Par le terrible jour du jugement, par la face de la maudite majesté, je te conjure et te commande, prince des ténèbres. Et montre-toi à moi. Moi, Stanley Coppersmith, je te le commande en ce jour. Et donc voilà, c'est un très bon film d'horreur sur la vengeance, que je vous conseille à tous. Et d'ailleurs, le film a été interdit au Royaume-Uni à l'époque de sa sortie. Et le héros du film est Clint Howard, un acteur que vous avez sûrement dû voir dans pas mal de films. Il a plein de petits rôles. Il est d'ailleurs le frère d'un réalisateur assez connu, Ron Howard, qui a réalisé pas mal de films et qui a été acteur dans la série Happy Days. Voilà. Donc si vous ne connaissez pas, je vous conseille vivement de le voir. Une très bonne surprise. Le film que j'ai choisi, et qui fait partie des tonnes de films que j'aime, mais celui-là je l'aime particulièrement. Alors c'est pas Hellraiser, là c'était une fausse piste, c'est Les Frissons de l'Angoisse, Profondo Rosso en italien. Alors c'est un film de Dario Argento qui est sorti en 1975, qui représente une sorte de transition pour Argento, parce que avant Profondo Rosso il tournait des giallo beaucoup plus classiques, alors que celui-ci il amène quelque chose de nouveau, un univers très coloré, très freudien aussi. Et puis très tactile, parce que bon voilà.
c'est aussi un brouillon de ce que seront Suspiria et Inferno, avec ce côté mystique en plus. Et il y a aussi cette tendance d'Argento à flouter les unités de lieu. Par exemple, avec des mouvements de caméra, à certains moments, on ne sait plus trop où on est, alors qu'on est toujours dans le même lieu. On ne sait plus si on est dans la tête du spectateur, donc dans la nôtre, ou celle de la victime ou du tueur. Enfin, et ce côté-là, on le retrouve jusqu'à au moins phénoménal. Et puis, alors, évidemment, l'unité de lieu floutée dans le syndrome de Stendhal, elle y est, quoi. Et ce film-là, Profondo Rosso, c'est aussi une transition. C'est au moment où justement où les slashers étaient en train de se codifier aux États-Unis, avec, en tout cas en Amérique, puisqu'il y avait Black Christmas au Canada en 1974, avec les caméras subjectives et tout. Et Profondo Rosso, il est très différent. C'est pas vraiment un slasher, parce qu'on ne trouve pas vraiment les codes du genre, et c'est pas vraiment un giallo, parce qu'on commence à perdre un petit peu tous les codes et en retrouver des nouveaux. On va dire que c'est une forme de parallèle au slasher, le giallo d'Argento, et c'est pour ça que je l'aime. Alors, je vais essayer de vous parler rapidement de l'un de mes films préférés, ce qui n'est pas évident quand on est cinéphile, voire cinéphage depuis très longtemps. Il s'agit du film Phantom of the Paradise de Brian De Palma, sorti en 1974. Un film qui m'a fait aimer le cinéma avec un grand C, car je l'ai vu très jeune à la télévision. Donc pour le petit résumé de l'histoire, dans le film, il y a un compositeur qui s'appelle Winslow Leach et qui cherche à faire reconnaître désespérément sa musique. En parallèle, nous avons Swan, producteur du label Death Records, qui cherche un jeune talent pour l'ouverture de son futur Supreme Palace Rock, le Paradise, donc en titre du film. Donc Swan volera la partition de Winslow Leach, qu'il fera enfermer pour trafic de drogue. Celui-ci réussit à s'évader pour revenir hanter le Paradise. Voilà pour le petit résumé de l'histoire. La musique du film a été composée par le grand Paul Williams. Grand Paul Williams qui notamment a composé pour le Muppets, pour tout un tas de téléfilms et de films dans le cinéma. Winslow Leach est interprété par William Finlay, qui était un pote à Brian De Palma et que l'on avait vu notamment dans Sisters, Sœurs de sang, du même Brian De Palma, et dans tous ses premiers moyens métrages. On retrouve aussi dans le film la magnifique Jessica Harper, qui jouera quelques années plus tard dans le Suspiria.
le magnifique film de Dario Argento qui sortira en 1977. Donc dans ce film, Phantom of the Paradise, on retrouve déjà ce qui fera le cinéma très caractéristique de Brian De Palma, avec notamment l'utilisation de split screen, où l'on voit deux actions se dérouler simultanément à l'écran. Le film a été très souvent comparé au Rocky Horror Picture Show, et moi j'ai toujours trouvé cette comparaison un peu ridicule, car le Rocky Horror Picture Show est une pure comédie musicale, alors que Phantom of the Paradise, ce n'est absolument pas le cas. Il y a bien sûr des passages musicaux où les groupes ou les artistes interprètent, chantent des chansons qui ont leur importance dans le déroulement du film, mais le film n'est pas une comédie musicale du tout. Que vous dire? Donc, Paul Williams, dont je vous parlais, interprète le rôle de Swan à l'écran. Il y a aussi un fait notable dans ce film, une petite anecdote que je tiens à préciser. À un moment pour l'ouverture du Paradise, il y a un groupe qui joue, un groupe maquillé, et c'est ce que reprendra le groupe de hard rock Kiss, qui fera une partie du succès de sa carrière. Donc ces maquillages où l'on ne reconnaît pas leur visage, voilà, c'est pour l'anecdote. Someone to lead us, protect us and feed us and help us to make up our minds. We need a man that's sophisticated, quiet and strong and well educated. Where to go, what to do, could it be somebody super like you? And symbols have got to be tall. Someone with taste and the tiniest waist, with his help would not life be a ball? If we had fun, he would not restrain us. If we got caught, he would just explain us where to go, what to do. Could it be somebody super like you? Alors cette dernière intervention va être un peu plus compliquée que les autres puisque Auto-Reverse n'a pas de téléphone pour se filmer. Donc je vais l'appeler avec le téléphone de ma défunte grand-mère qui a un système d'amplification pour malentendants. Je vais enregistrer sa voix avec un Zoom H4n et la caméra pour filmer et je rajouterai des extraits par-dessus. Ouais. Le film en général. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un film que, hélas, pas beaucoup de monde connaît, et je pense, qui s'appelle Le Bonheur a encore frappé, qui date de 1986, un film de Jean-Luc Trintignant, qui est une comédie. Et si ce film n'est pas connu, c'est pour une bonne raison, c'est qu'il n'est pas sorti à part en VHS. Il est sorti au cinéma, il est sorti en VHS à une époque à très peu d'exemplaires. Et depuis, il est complètement invisible. Et moi, je l'avais découvert par hasard complètement. Il était diffusé à la télé, je crois que c'était dans les début des années 90, sur Ciné-Cinéma ou Paris Première, ou je sais plus, une chaîne du câble ou du satellite. Et en fait, je suis tombé juste au début sur un extrait où il y avait Lim, qui est un acteur qui est du théâtre de Bouvard, à un moment un grand maigre, qui jouait dans une scène où il joue un prêtre qui fait chanter une chanson complètement débile à des gosses. Et quand je suis tombé sur ce petit bout par hasard en zappant, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce film? Ça a l'air complètement dément. Donc j'ai essayé de rechoper une autre diffusion, puisqu'il y avait je crois 5 ou 6 diffusions. Et là je l'ai enregistré sur mon magnétoscope à l'époque. Et donc du coup la qualité est bien meilleure, mon enregistrement, la qualité est bien meilleure que la VHS, puisque la VHS elle n'était pas scannée pour avoir un écran carré, ils avaient coupé les bords, alors que la diffusion télé il était en format scope. Donc déjà, et puis l'image est en diffusion télé, l'image est quand même un peu meilleure qu'en VHS. Et du coup, pour vous dire un petit peu juste une petite histoire, c'est que le réalisateur de ce film, qui s'appelle Jean-Luc Trintignant, je crois qu'il a fait que ce film. Et après, il s'est dirigé vers la politique. Alors, je suis en train de regarder en même temps sur MDB pour pas dire de bêtises, puisque vous ne me voyez pas. Donc, il a réalisé quelques séries télé, quelques téléfilms dans les années 80-90. En 2006,
dingue. Je vois qu'il a fait apparemment aussi un épisode d'une série télé, mais bon. Mais enfin bon, c'est pas un réalisateur très connu pour ses films, hein, puisqu'il n'a pas fait grand-chose. Et du coup, maintenant, il fait de la politique. Je crois qu'il est maire ou même donc, mais étonnamment, on pourrait croire que c'est parce que sa nouvelle carrière le gêne, puisque c'est un film qui est quand même assez provoquant et assez choc quand même. Donc, il a peut-être envie d'enterrer le film, mais je pense pas parce qu'il a l'air d'en parler toujours sympathiquement, quoi. Il est de quelle tendance? Donc, on a projeté l'autre jour dans un cinéma et puis ça s'est pas fait, je sais pas pourquoi. Il est de quelle tendance? De quelle tendance il est Trottignon. Je sais pas. En tout cas, il est pas d'extrême droite, ça c'est sûr. Oui, sûrement. Je sais que j'ai regardé, je m'étais un peu renseigné sur lui un jour, et je sais plus quelle tendance il est exactement politique. Je crois qu'il est quand même assez libéral. Hein. Je crois qu'il n'a pas dû trop changer là-dessus, parce que son film, c'est un peu ça, quoi. Le bonheur encore frappé, c'est une comédie provoque une petite tâche, quoi. Mais je trouve qu'au fond, ça soulève plein de problèmes de société. En même temps, sous la forme d'humour, voilà. Son but, c'est pas d'envoyer des messages non plus. Mais il y en a quand même, puisque fait l'histoire du film, en fait, parce qu'il y a quand même une petite histoire qui est surtout un prétexte. C'est une famille vraiment de gros beaufs français assez dégénérés, quoi. D'ailleurs, dedans, il y a plusieurs acteurs célèbres qui jouent quand même, enfin célèbres plus ou moins. Il y a Jean-Luc Bidault qui fait le père, Jean-Luc Bidault qu'on a vu dans la série H avec Jamel Debbouze par exemple. Jean-Luc Bidault qui fait le père, Michel Brousse qui est un peu moins connu qui fait la mère. Bidault qui jouait chez Alain Tanner. Il y a même Muriel Robin qui joue un petit rôle, d'ailleurs, dedans aussi. C'est marrant d'une présentatrice télé. Et en fait, donc cette famille toute pourrie, il y a leur fils qui s'appelle Adolphe, donc déjà le prénom n'est pas innocent, qui revient de l'armée, et eux, ils ont loué sa chambre à une Suédoise qui en fait n'est pas du tout une Suédoise, c'est une grosse moche qui dit justement, je me suis fait passer pour une Suédoise pour trouver un appart, sinon on voulait pas me louer d'appart, et quand j'ai mis Suédoise, d'un seul coup j'ai eu 40 réponses. Donc voilà, et du coup c'est un peu la vie de cette famille, et il y a la petite sœur aussi, la petite fille qui est handicapée, qui a un espèce de truc au cou, une espèce de plâtre au cou en permanence, et en fait c'est la vie de cette famille, et c'est une famille vraiment toute pourrie, vraiment qui arnaque. Et alors ce qui est génial, c'est qu'ils ont aussi un langage, la famille a un langage, une sorte d'argot qu'ils ont créé pour le film. Et ça, je trouve ça génial, quoi. C'est-à-dire que ils se contentent pas de parler un argot des années 80, puisque le film date de 86. Il y a vraiment, ils ont une façon de parler à eux, mais qui est super drôle, quoi. Les dialogues, ils sont vraiment très très drôles. L'autre jour, on l'a revu, par contre, avec des amis en 35 mm, là, on l'a projeté chez un ami, et j'ai un copain qui m'a dit, oui, mais cinématographiquement parlant, c'est pas très bon, quoi. Il y a beaucoup de plans fixes, beaucoup de trucs. Alors c'est vrai que du point de vue cinématographique, il y a peut-être pas, c'est quand même fait assez simplement. D'ailleurs, on voit qu'il a réalisé que des téléfilms en général, ce réalisateur. Mais c'est pas pour ça qu'il faut le regarder, quoi. C'est vraiment pour les dialogues, pour les situations complètement abracadabrantes. Ils ont une grand-mère qui picole de la bière tout le temps, qui mettent dans une maison de retraite, évidemment parce qu'ils en ont marre. Enfin, c'est vraiment une famille immonde, pourrie. Et en fait, on s'aperçoit que tout le monde est un peu pourri dans ce film. Il y a même Smaine qui joue le rôle d'un maire, d'un député. Enfin, c'est vraiment un film à voir pour ceux qui aiment l'humour vraiment un peu mauvais esprit, quoi, voilà, second degré aussi, tout ça, c'est vraiment une petite perle, quoi. C'est pour ça que je tenais à en parler, parce que je trouve que hélas, personne le connaît assez, et puis le problème c'est qu'il est assez invisible, quoi. Pour le voir, c'est pas évident. Il y a peut-être quelques blogs, quelques sites qui l'ont partagé, mais à chaque fois ils ont partagé la VHS. Lèche-la moi. Dans 5 minutes. C'est combien? 35. Ça a encore augmenté? C'est en couleur. Ah, je te jure, Janine, il y a des jours, faut se les farcir, ces taupes. Heureusement qu'ils sont pas tous comme ça, hein, ma Ginette. Ah ouais, mais t'en as dit qui s'y tiennent comme couche. Merci bien. Sans parler que ce matin, je me suis encore fait triploter du cul dans le métro. Oh, merci bien, RATP. On a été obligé de la louer, ta chambre. Forcément. Pour pas perdre l'argent que tu nous gagnais pas. Il y a quelqu'un dedans. Une Suédoise. Une Suédoise? Mon cul, ouais. Il s'est bien fait baisser de la gueule, ton père, avec sa Suédoise. Ah mais t'es con, t'as marché dans le beurre. Je cause mon fils, là. C'est plutôt le genre de Suédoise qui sent la rillette sous le bras, si tu vois ce que je veux dire. Je peux faire ça, bro? Adolphe,
Maintenant que t'es fini de l'armée, faut que tu travailles. Quoi? Faut que tu travailles, tu vas aller t'inscrire au chômage. Mais papa, tu sais bien que maman elle avait promis qu'après l'armée, je pourrais faire les études. Oui, mais quand ta mère elle est morte, c'était plutôt l'euphorie. C'était l'euphorie, maintenant c'est la crise, je te dis. Oui, mais elle avait promis. Ton père il passe sur l'oreille, il a entendu, merci bien. Qu'est-ce que tu veux faire comme étude, gros nul? D'où que tu sors, toi? J'ai été faire des courses. Où qu'ils sont? Tu te fous de ma gueule? T'as été encore te faire trousser par les Arabes, oui? Tenez la vieille, rendez-vous une fois pour utile. Gardez-moi ça, oh le petit con de petit con. Mais laisse tomber, Achille, c'est qu'un môme, il fait ses couilles. Il fait ses couilles, il fait ses couilles. Il a carrément le sida de la tête, lui. Wow, il l'a attrapé. Oui, il est génial. Beaucoup de jeunes chiens ont peur de l'eau. Mais par la suite, ils adorent se baigner. Et ce sont souvent d'excellents nageurs. D'ailleurs, un des mouvements de base de la natation se nomme nage du chien. Avez-vous remarqué ce qui se passe ce soir autour de vous? Dans les rues. L'heure est finalement venue. C'est la fin du monde. L'apocalypse prend le contrôle de la planète. C'est le chaos total. Le chaos. Le chaos est arrivé. L'inquiétude des professionnels de la vidéo devant une mesure qui veut décourager l'invasion d'un magnétoscope interposé en France. Le gouvernement veut limiter les ventes de magnétoscopes. Tous les magnétoscopes destinés à être vendus en France passeront par cette route. Fou, amoureux de mon magnétoscope, toutes les nuits avec les ailes de délire non-stop. Accéléré avant, accéléré arrière, ralenti sur le jeu de jambes Fadaster. Je mets Orange, Mécanique ou bien Apocalypse Now. Halluciné, salle de ciné, je m'attends mon film en solo. J'ai une cassette pleine de cartouches, j'ai Grand Avery à la version originale de West Side Story. J'ai Star Wars, Superman, les Dents de la Mer, E.T., Jim Calidon, les Trois Mousquetaires. Pour Noël, je leur passerai le magicien d'eau ou le drame de Monsieur Hitchcock, appelé Psychose. Marche, The Flash, The Pink Floyd, Bowie, Sean Connery contre le Dr. No. J'échange tout le lot contre une copie du Rocky Horror Picture Show. J'engage le gadget, je me casse en cassette. Vous me faites quelle est ma combine. Sur l'écran le film vidéophone. Arrête sur l'image d'un vidéophone. Touche le truc à faire vidéophone. Je donne ma lap à Le magnétoscope est relayé par un satellite et du même coup la cassette est retransmise en direct en mondiovision. C'est impressionnant. Alors, messieurs, si je comprends bien, vous voulez voir mon cul, c'est ça? Pour 500 000 $. Quel homme montrerait bien mes couilles, moi, pour 500 000 $? Il ferait jamais un coup étrange pour les gens pour se distraire.